C'est l'heure de Ferry, ravi de vous retrouver. Rendez-vous comme tous les samedis à 12h50. Bonjour Luc. Bonjour Marie. Ravi. Sur le canal 15, premier samedi ensemble sur le canal 15. On va avoir un audimat de folie, c'est ça? De folie, absolument. Et on le répètera jamais assez, le meilleur de l'info c'est sur LCI. 1 heure ensemble, là aussi pour prendre le temps, s'arrêter, parce que on le sait aussi, tout va vite, parfois beaucoup trop vite, et qu'il est important aussi de constater l'actualité, ses conséquences avec votre regard aiguisé. Un programme très chargé en ce samedi, parce que l'actualité aussi est dense. J'aimerais qu'on aborde d'abord ensemble ce vote à l'Assemblée nationale en faveur du versement des allocations familiales dès le premier enfant à charge. Un vote contre l'avis du gouvernement, c'est important de le souligner. Le coût est estimé à 3 milliards d'euros supplémentaires par an. Ah, quand même. Et oui, alors le texte n'a pas fini son chemin. Le Sénat devra donner aussi son avis. Oui. Mais c'est un changement aussi du jamais vu dans la radicale, dans la politique familiale, si ça allait au bout. D'abord, votre regard sur ce type peut-être d'incitation. Je n'y crois pas du tout, pas un millième de seconde. Je pense que c'est passé complètement à côté des causes de la dénatalité. Si vous voulez, l'objectif est louable, c'est de revenir à une natalité. Vous savez, on est passé de 2,2 en gros il y a 10 ans à 1,5. Les chiffres sont très alarmants. On a une vraie dénatalité. Absolument. Mais dans tous les pays occidentaux, et d'ailleurs pas seulement occidentaux, bon, je ne vais pas y revenir, il y a ce livre tout à fait passionnant qui s'appelle Planète vide, de 2 chercheurs canadiens, donc Ibbitson et Bricker, et qui montre qu'on va vers la dénatalité, vers la dépopulation, contrairement à ce que tous les écologistes, et pas seulement d'ailleurs, moi-même je me suis trompé, on croyait tous qu'on allait vers 13 milliards de terriens. Bon, une planète surpeuplée. C'est la planète surpeuplée, que le plus gros problème c'était la surpopulation, la bombe P, comme on disait. Bon, Paul Ehrlich en 68 qui délirait totalement, qui voulait stériliser les femmes sans leur demander leur avis. Enfin, on était dans une espèce de folie. On croyait vraiment à la surpopulation, et en fait on vit la dépopulation, on vit la dénatalité. Et c'est un mouvement qui touche toutes nos sociétés quasiment. Oui, occidentales et pas seulement occidentales. Alors ça touche très peu le monde arabo-musulman, très peu l'Afrique, parce que c'est lié à la liberté des femmes. Bien sûr. Quand les femmes ont la liberté d'accès à la contraception, elles ne veulent plus 8 enfants, c'est fini ça. Et donc évidemment que ça touche beaucoup plus les pays dans lesquels les femmes sont libres que des pays comme en grande partie le monde arabo-musulman, où les femmes restent quand même dans la maison, dans la domesticité. Domus en latin, c'est la maison, c'est la domesticité. C'est la vie privée, c'est le monde intérieur, si je puis dire, de la maison. Bon, et donc, mais ça vaut. En Chine, on l'a déjà parlé ensemble. Bien sûr, ça vaut pour le Sud-Est. La politique de l'enfant unique a dominé. Bien sûr, et ça vaut, par exemple, cette dénatalité aussi pour le Mexique, pour l'Amérique latine, pour le Sud-Est asiatique, par exemple. Donc, c'est pas uniquement l'Europe, voilà. Et donc, je ne crois absolument pas à cette idée qu'en payant les gens pour avoir un enfant, on va lutter contre en les aidant par tranche, c'était. Ça revient à ça. Ça revient à ça, vous dites. Je dis les choses un peu brutalement. Pardon, Marie, vous avez raison de me corriger. Vous êtes mieux élevé que moi. Mais ça revient à ça. On se dit, mais vous savez, c'est très drôle parce que l'époque où le petit dernier, c'était la machine à laver ou la 4 chevaux Renault, c'est-à-dire les années 50, c'est fini aujourd'hui. C'est pas comme ça que les gens pensent. Donc il faut analyser les vraies causes de la dénatalité pour y répondre. C'est pas une question d'argent, ça compte aussi l'argent, faut pas. Ça rentre en effet dans les paramètres de ces nouvelles générations. C'est pas l'essentiel, c'est la logique de l'amour, du mariage d'amour, de l'amour des enfants qui a entraîné cette idée qui n'est pas fausse, c'est que pour pouvoir s'occuper bien, alors ça touche à l'argent, mais pour pouvoir s'occuper bien de ses enfants, il faut pas en avoir trop. Alors, il faut avoir 2 enfants, peut-être 3 enfants, mais pas plus. Sinon, on pourra pas s'en occuper avec l'amour qu'on doit leur donner. Alors évidemment que ça touche quand même à l'argent parce que ces enfants vont rester, vous savez qu'ils restent aujourd'hui à la maison en moyenne en France, on quitte la maison à 25 ans. On fait des tanguis plus, effectivement. Voilà. Des et puis en plus on quitte à la maison à 25 ans, mais on retourne à la maison le week-end pour que maman fasse la lessive, tu vois, parce que ça, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Mais globalement, on quitte en moyenne à 25 ans. Je vous avais dit une fois qu'en Espagne et au Portugal, c'est entre 35 ans et 37 ans.
Voilà. Un mouvement aussi qui a ses raisons. D'un coût de la vie, peut-être une entrée dans la vie active aussi plus tardive. C'est pas avec quelques dizaines d'euros par mois ou quelques centaines d'euros qu'on va changer les choses. La vérité, c'est que c'est lié à la logique du mariage d'amour et à cette idée que on aime tellement nos enfants, ce qui est très bien d'ailleurs, qu'il faut s'en occuper. Et évidemment, alors encore une fois, la question financière joue un petit rôle, mais c'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est que 8 enfants, on peut pas s'en occuper, c'est pas possible. Certaines familles le font, mais effectivement, quasiment plus. Il y a 1 an et demi, il y a ce grand discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a pas d'enfant d'ailleurs, parlant de réarmement démographique. La natalité, qui commence par lui-même. Au philosophe que vous êtes, et je vous laisse à vos remarques sur le président de la République, à votre persiflage habituel contre le président Macron. La natalité est-elle une question politique? Le politique doit-elle s'en emparer? Bien sûr, parce que d'abord, pourquoi? Parce que d'abord, alors il y a 2 aspects politiques extrêmement puissants. D'abord, l'aspect économique, la demande intérieure. La demande intérieure, c'est la première demande du point de vue économique. Donc, en termes de politique de la demande, c'est vital. Et deuxièmement, si on veut financer les retraites, le principal problème du financement des retraites, c'est la dénatalité. Évidemment, c'est qu'on manque de jeunes pour financer les vieux dans un système par répartition. C'est pour ça que tous les gens raisonnables sont pour compléter notre système de retraite par la capitalisation. Et quand on voit la courbe qu'on évoquait ensemble, on va la voir là. Voilà. Le chiffre des naissances entre 2000 et 2024. Et c'est pareil dans toute l'Europe. C'est un effondrement. C'est un effondrement. Et c'est pareil dans toute l'Europe. Et la France, qui était toujours le pays le plus nataliste jusqu'à il y a une dizaine d'années, est rentrée dans le lot commun. Mais encore une fois, je pense pas du tout qu'il suffise de payer les gens. C'était le cas dans les années 50 parce que la pauvreté, la misère même. Et donc, on parlait souvent, le petit machine à laver ou le petit 4 chevaux Renault, parce que c'était, grâce aux allocations, on allait pouvoir, si on faisait beaucoup d'enfants, on allait pouvoir s'acheter enfin une petite voiture ou avoir accès à la machine à laver. Bon, on disait ça un peu en rigolant. Dans les livres de Frédéric Dard, vous trouvez ça tout le temps, par exemple, dans les San Antonio. Qui décrit une génération aussi. Ça décrit une génération. C'est une photographie de ce qu'était peut-être mais encore une fois, je ne nie pas la question financière a évidemment un petit poids, parce que il est clair que quand on a 3 enfants, 4 enfants plutôt que 2, il faut une voiture plus grande, il faut un appartement plus grand, ils vont faire des études, ça coûtera plus cher. Bien sûr, mais c'est pas ça la motivation. Ça, c'est le problème, mais c'est pas la motivation. Il faut pas confondre problème et motivation, c'est pas la même chose. Avec un coût, d'ailleurs, certains députés, notamment Horizon, l'ont pointé en disant qu'aujourd'hui, nos finances publics ne nous permettent pas ce type d'allocation. De toute façon, là, on balance là le pognon à tout va, un pognon de dingue, comme dit l'autre. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'il n'y a plus aucune réflexion sur les lames de fond de la société européenne ou de la société française. C'est-à-dire que ces gens ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Mais quand je vous pose la question de savoir si la natalité est une question politique, allons peut-être juste un peu plus loin. On sait que les déclarations récentes du président de la République ont suscité chez certaines femmes notamment cette injonction à faire des enfants. La natalité finalement regarde-t-elle l'État? Je suis remontée très loin, un philosophe théoricien du XVIIe siècle, Jean Bodin, ça vous dit peut-être, qui disait « Il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets vu qu'il y a la richesse, ni force que d'hommes. » C'est le père fondateur de ce qu'on a appelé le mouvement du droit naturel. C'est ça. Et donc, un des pères fondateurs, mais peut-être le plus connu. Et donc, bien sûr, néanmoins, la question reste pour les 2 motifs que je viens d'évoquer, mais il y en a d'autres. J'ai évoqué la question des retraites et la question de l'économie, de la demande intérieure. Mais il y a aussi la question de la puissance militaire qui suppose une démographie en progrès. Si vous voulez, si la Chine a cette démographie, la Chine, ils sont 1 milliard, difficile à dire, 600 millions, 800 millions, on n'en sait rien. Voilà, c'est très difficile de compter en Chine. Mais démographie déclinante. On peut la qualifier, en tout cas, il y a mais avec 1 milliard, moins de naissances. Mettons qu'il soit même seulement 1 milliard 500 millions. C'est comme l'Inde, c'est à peu près là pareil. Mais je pense qu'en Chine, ils sont plus nombreux parce que là, on n'arrive pas à compter en Chine. Et donc, parce que les gens se cachent, ils ont un enfant, comme c'est interdit, ils le cachent. Bon. Mais c'est aussi ce qui fait que la Chine est en train de devenir de très, 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 très loin la plus grande puissance militaire. Donc on a besoin aussi, si
sur le plan, et puis sur le plan militaire, mais aussi sur le plan du sentiment qu'on a du déclin. Le fait que la France soit un pays en dénatalité, c'est lié aussi au sentiment du déclin. Et on voyait chez les écologistes, les jeunes écologistes, ils disent il faut plus faire d'enfants parce que le monde est abominable, le réchauffement climatique, la surpopulation. Ce que je vais offrir finalement à cette génération-là n'est pas à la hauteur. C'est un discours qu'on entend chez certains jeunes, écologistes ou pas d'ailleurs. Voilà, mais du coup, il y a un côté, dans la dénatalité, il y a aussi un côté déclin, un sentiment de déclin. Et donc, vous voyez, c'est très politique finalement. C'est très politique. Oui. Vous diriez que l'angoisse existentielle, vous l'évoquez, la désertification, la disparition des sociétés s'étiole finalement à la faveur aussi de nos développements de nos sociétés, parce qu'on va bien quand même malgré tout. Oui, je trouve qu'on se regarde beaucoup le nombril. Je pense que la psychologie positive et le développement personnel, l'éloge du narcissisme. Vous avez des livres entiers qui font l'éloge du narcissisme. Bon, le fait qu'on se regarde le nombril fait qu'on a, du coup, le projecteur étant braqué sur les problèmes psychologiques, psychiques, de santé psychique des jeunes en particulier. De mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, on se regardait pas comme ça. Voilà, on rentrait dans la vie active et puis on essayait de soulager ses parents quand ils étaient pas riches, pour trouver un travail. On passait des diplômes pour être sûr d'avoir un job et voilà. Et donc, mais on passait pas son temps à se regarder le nombril. Plus on se regarde le nombril, plus on se trouve malade. C'est comme les gens qui prennent, vous savez, le dictionnaire médical. Vous prenez le dictionnaire médical à la fin de la journée, vous êtes totalement hypocondriaque. Vous avez toutes les maladies de la planète. Vous avez mal partout. Enfin, il suffit d'aller chercher sur Internet aussi. Oui, voilà. Vous avez. Oh, mais tiens, mais ce symptôme-là, je l'ai. C'est évidemment ce que j'ai. Mais comment ça? Je suis angoissé. Mais qui n'est pas angoissé? Je veux dire, voilà, l'angoisse est un sentiment tout à fait normal. Oui. Et très sain d'ailleurs, à mon avis. Mais attention à ne pas se faire envahir par cela, non plus. Non, ça peut être épouvantable. Il y a des maladies, évidemment, il y a des maladies psychiques qui existent. Mais encore une fois, si on passe son temps à se regarder le nombril, comme nous y invite la psychologie positive, il est évident qu'on va trouver beaucoup plus de maladies psychiques en France qu'on en trouvait il y a 50 ans. Et on va se trouver aller très mal. Une question à présent, Luc. La proportionnelle pourrait-elle dynamiter le gouvernement et provoquer le départ de Bruno Retailleau? Oui. C'est ce que va faire croire en tout cas le ministre de l'Intérieur cette semaine, dans une étonnante mise en scène, notamment en sortant de Matignon. Il rencontrait le Premier ministre en tant que chef de parti, en tant que président des LR. Et cette semaine, voilà ce qu'il dit chez nos confrères de RTL. J'ai dit au Premier ministre que si on voulait incruster dans l'Assemblée nationale cette instabilité qui rend le pays difficilement gouvernable, alors il fallait faire la proportionnelle. Il n'est pas content, Bruno Retailleau. Oui. Il y a dans un rôle aussi... Il y a deux motifs de censure, la TVA sociale au Rassemblement national et la proportionnelle chez les LR. Non, ce que j'ai envie de dire à Bruno Retailleau, pour qui j'ai beaucoup de sympathie par ailleurs, c'est que s'il trouve que ça va très bien avec le scrutin proportionnel, j'aimerais qu'il m'explique, parce que moi, je veux bien être pendu sous un fraisier. On a beau avoir le scrutin majoritaire, je trouve pas que ça aille très bien. Voyez. Donc, je pense que la Ve République est morte et qu'il faut que les gaullistes acceptent de l'enterrer pour inventer autre chose. Parce que si le système majoritaire était formidable, ça se saurait. Donc, aujourd'hui, dans l'éclatement politique actuel, ce que je ne cesse de leur dire, mon Dieu, mais s'ils pouvaient aussi réfléchir 3 secondes, ça ferait quand même du bien, avec un système politique dans lequel on a 6 courants à peu près équivalents et qui se détestent entre eux, le scrutin majoritaire ne marche plus. Voilà. Il faut qu'on rentre dans... Moi, je trouve que le système allemand est excellent, qui oblige... à des coalitions. Donc à construire des vraies majorités. Pour l'instant, toutes les majorités sont fausses aujourd'hui. Macron n'est pas majoritaire, 80% des Français sont contre lui, et à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité. Et pourtant, on est dans le scrutin majoritaire. Donc moi je dis à Bruno Retailleau, je dis réfléchis. Qu'est-ce qui se passe si le scrutin majoritaire nous préserve de ce relativisme, de cette chienlit? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu le comprends? Par quoi est motivé le patron des LR en opposant je pense que c'est des vieux gaullistes. Vieux gaullistes. Ouais, c'est des vieux gaullistes, donc je pense qu'ils n'ont pas réfléchi parce qu'ils sont là à défendre leur beefsteak, si je puis dire, gaulliste. Ce que j'ai fait pendant des années, c'est pour ça que je les comprends très bien.
Voilà, vous vous mettez bien à leur place. Mais évidemment. Et donc, moi, pendant des années, j'ai dit la même chose que Bruno Retailleau sur la proportionnelle. Simplement, c'est ne pas tenir compte de la situation actuelle. Vous voyez bien que la situation actuelle, avec les 6 courants qui forment le paysage politique français, qui encore une fois se détestent entre eux, si on n'oblige pas à fabriquer des majorités de coalition, on n'en sortira jamais. Aujourd'hui, Bayrou, même si Bayrou était absolument génial, il pourrait rien faire. Parce que d'un côté, il voudrait faire la TVA sociale, il peut pas, le RN le censure. De l'autre côté, il voudrait faire la proportionnelle, il peut pas, les LR vont le censurer. Ça s'illustre quotidiennement. Mais évidemment, quotidiennement, il peut rien faire. Ça voilà. C'est une certitude. Et donc, c'est pas, là, pour le coup, je le dis très honnêtement, ça n'est pas de sa faute. Il ne peut rien faire. La seule chose, si j'étais à sa place, c'est qu'au lieu de rester en place pour garder mon poste, je dirais la vérité. Ce serait beaucoup plus utile. Je dirais la vérité. Alors, il a commencé à le dire sur les finances publiques, mais il n'en tire pas les conséquences. Il annonce, en tout cas, son souhait peut-être d'un référendum. Juste sur c'est absurde. Hein. On ne peut pas faire un référendum sur le budget, ça n'a aucun sens. Et ça semble d'ores et déjà ça n'a strictement aucun sens. Enterré. Voilà. Sur la motivation de Bruno Retailleau, par ailleurs, Marine Le Pen, vous la citiez, le Rassemblement national, ils sont favorables. Hein. Ça a été notamment l'objet d'une forme de bienveillance du RN à l'égard du Premier ministre en place. Bien sûr. Qu'est-ce qui la motive, le RN, à plus de proportionnel, plus qu'on soit clair et lisible là-dessus? Ils auraient 2 fois plus de députés. C'est ça. Voilà. Et c'est pareil pour l'extrême gauche. Et donc, évidemment qu'il y a derrière ceux qui souhaitent la proportionnelle, il n'y a pas ce que je dis moi. Moi, je défends le système allemand. C'est-à-dire, je défends la construction de majorité. Et je suis contre l'élection désormais, contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça n'a plus de sens. C'est ridicule dans les sociétés complexes d'aujourd'hui d'avoir un gamin qui se prend pour Louis XIV. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Vous voyez, on le voit bien. Tout le monde le sent, tout le monde le sait. Ça n'a plus aucun sens. Il faut évidemment avoir des coalitions et avoir une pluralité. Moi, j'aime beaucoup aussi le système suisse où on a 7 ministres, au fond, on les appelle les conseillers fédéraux, mais peu importe, qui dirigent le pays et ça marche très bien. Voilà. Mais ils sont obligés de tenir compte des uns et des autres. Ils sont obligés de construire des majorités. Nous, on n'a pas de majorité avec le scrutin majoritaire. Donc, il faut enregistrer ça. Donc, si Bruno Retailleau m'explique pourquoi il pense que dans la prochaine élection, dans 2 ans, il va avoir la majorité à l'Assemblée et la majorité à l'Élysée, je dirais, t'as raison, mais c'est totalement faux. Et vous pensez qu'on est mûr ? On est mûr pour une culture de débat, de la coalition, franchement. Bien sûr. Là maintenant, bien sûr, à ce moment-là. Mais il faut l'obliger. On n'est jamais mûr a priori, parce que pour l'instant tout le monde se déteste. Mais il faut obliger à le faire. Est-ce que vous croyez que les écologistes allemands adorent Friedrich Merz qui est à la CDU ou que le SPD adore la CSU bavaroise? Évidemment pas. Simplement, quand vous avez un système qui oblige à construire des majorités, les gens sont obligés de le faire. Ils y arrivent. Sinon, il n'y a pas de gouvernement. Une des raisons de ce que vous décrivez, l'impossibilité aujourd'hui à trouver des accords, c'est quoi ? C'est cette dissolution. Allons-nous souffler une bougie ? Mais lundi prochain, ça fera 1 an. Un an de cette dissolution et un constat amer, très clairement, sondage IFOP pour LCI. Cette dissolution, pour 80% des Français, a fait perdre du temps à la France, constat sans appel, avec un Emmanuel Macron qui, notamment au moment de ses vœux, le 31 décembre dernier, a esquissé un mea culpa. Vous êtes dans... Oui, il dit qu'il n'a pas été compris. C'est pas une question de compréhension, c'est que la décision était absurde, elle était d'une stupidité totale. Et alors qu'en plus, Macron pouvait très bien avoir une majorité s'il construisait une majorité à l'Assemblée nationale. Il aurait très bien pu avoir une majorité à l'Assemblée nationale, c'était faisable. Il suffisait, encore une fois, de mettre un gaulliste à Matignon et de construire une majorité avec le centre. C'était tout à fait faisable. Il avait 250 députés à l'époque, macroniens. Qui n'était pas une majorité, parce qu'il avec un LR en plus, c'était jouable. En créant des coalitions. Et en mettant une quinzaine de ministres LR au gouvernement, il pouvait avoir une majorité. Simplement, ça supposait de ne pas avoir un cul de bulot, c'est tout. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Et c'est ça qu'on paye. C'est pour ça que je dis que l'élection du président au suffrage universel n'a plus de sens dans une société d'une complexité pareille, où un gamin peut prendre des décisions absurdes et mettre la France par terre, parce qu'on a encore 2 ans à tenir.
Vous vous rendez compte ? Encore une fois, les propos que vous tenez vous appartiennent, sont les vôtres. Je n'ai pas, mais vous savez, il ne va pas me faire un procès, rassurez-vous. Ça me ferait rire. Sur ce bilan de la dissolution, qui restera quand même dans les livres d'histoire, quand vous voyez ces chiffres, ce qu'en perçoivent les Français, vous pensez que ça a profondément marqué l'opinion française, la société française, et c'est bénéfique parce et d'un retour aussi du politique. Oui, parce que je pense que la situation est tellement bordélique, pour dire les choses clairement, que ça oblige à réfléchir. C'est pour ça que ce que je propose, c'est-à-dire qu'on aille vers un système allemand, ça peut commencer à être entendu par un certain nombre de gens. Voilà. Avant, non, on pouvait pas. On était encore dans la tradition gaullienne à dire le scrutin majoritaire, c'est formidable. J'ai beaucoup d'amis gaullistes qui ont défendu le scrutin majoritaire comme moi pendant des décennies et des décennies et qui sont aujourd'hui obligés de réfléchir, qui se disent ça ne nous a pas empêché d'être dans le mur aujourd'hui. Vous voyez, donc du coup on est obligé de réfléchir. Et moi je mettrais un Jérôme Jaffray, un Pascal Perrineau à réfléchir. Pour le coup, on aurait besoin de réflexion parce que les systèmes proportionnels, il y en a plein, c'est très compliqué. Plus d'une trentaine, je crois. Voilà, il y a plus d'une trentaine. Voilà, avec des plus à ceci, des moins à cela. Enfin bon. Donc moi, je mettrais des gens vraiment intelligents comme les deux que je viens de citer à réfléchir à ça, parce que moi, je suis pas. Moi, je connais bien le système allemand. Il est très compliqué. Il est très compliqué à installer en France, mais je le trouve formidable parce qu'une fois que le chancelier, le Kanzler a fait sa tambouille avec les deux autres courants politiques, ils sont d'accord, ils ont un programme et ils représentent 60 ou 65% des Allemands. Vous vous rendez compte le plus que c'est pour la vie politique allemande que l'équivalent du président, c'est-à-dire là-bas c'est le Kanzler, le chancelier représente 60 ou 65% de ses concitoyens, alors que nous on a un président qui représente pas 20%. C'est sûr que c'est. Il ne peut rien faire, c'est pas de sa faute non plus. Là. Les sondages. À part il va aller se balader au Groenland. Tu parles comme ça nous est utile. Effectivement, annonce, il y sera, le président Emmanuel Macron, dimanche prochain. Ça va tout changer, la face du monde va être bouleversée. Oui, ça, on est sûr que ça sert à quelque chose. On verra, effectivement, ces déclarations et les effets de ça va aider le Danemark à résister contre Trump, tu vois, mais c'est de la blague tout ça. Ça, vous n'y croyez pas, vous dites... c'est de l'agitation communicationnelle qui n'a aucun sens, ça ne sert à rien. En plus, il est rien là-bas. Il représente rien, c'est juste pour montrer qu'il est anti-Trump. On s'en fout. Ça n'a aucun sens. Donc, comme il n'a plus rien, qu'il n'a plus aucun pouvoir, il se balade dans le monde à nos frais, mais tout ça ne sert à rien. Vous dites ça ne sert à rien. Mais c'est une évidence, tout le monde le sait. Même si peut-être les habitants du Groenland ont besoin d'avoir ils seront contents de recevoir Macron. On verra quelle sera la réaction et on suivra sur notre antenne. Ça va les bouleverser. On évoque les sondages sur ce besoin aussi de fermeté, très clairement, parce que ce sondage de l'IFOP montre aussi une stabilité du Rassemblement national, toujours plus haut, premier parti de France. S'il devait y avoir demain une nouvelle dissolution, ils sont à plus de 30% des intentions de vote. Largement, oui. Largement. Oui. Besoin de fermeté qui s'incarne aussi par la figure de Bruno Retailleau, qui prend et qui bondit, chiffre qui nous a marqué aussi cette semaine, un fort élan, qui bondit d'une popularité de 39%, 6 points d'avance sur la deuxième place, et qui prend des voix des points dans les électeurs du Rassemblement national. Là aussi, vous dites... Il y a un positionnement, il y a un basculement, il y a quelque chose qui... Je pense qu'il a tout à fait raison d'occuper ce créneau-là. Je pense en plus qu'il est sincère. Il le fait pas par tactique. Donc, moi, je suis content qu'il y ait enfin un gaulliste qui représente ça. Et donc, mon désaccord sur la proportionnelle, c'est pas grave. Je dirais que c'est anecdotique par rapport aux questions de fond. Maintenant, écoutez ce que dit notre camarade Jérôme Jaffray chez vous régulièrement. Très régulièrement sur notre antenne. Pour l'instant, les LR sont pas au deuxième tour, c'est tout. Voilà, à 11% avec Bruno Retailleau. Donc ils sont à des années-lumière du deuxième tour. Donc la question qui se pose, c'est quoi ? C'est peut-être une alliance ? Une alliance des droites ? Il y a deux possibilités. C'est soit l'alliance avec le centre droit, donc prendre la place d'Édouard Philippe, mais je vois pas comment on peut le déloger, soit, en effet, alliance avec le Rassemblement national. Dans les deux cas de figure, c'est quasiment impossible. Voilà, c'est injouable. Parce que
si le Retailleau s'alliait, comme Ciotti l'a fait, avec le Rassemblement national, ça aurait deux inconvénients majeurs pour lui et pour le succès éventuellement d'un candidat de droite. C'est que, il serait archi minoritaire, parce que à 11% contre 35%. Effectivement. D'accord. Aurait-il voix au chapitre dans cette alliance? Pas plus que Ciotti. Pas plus que Ciotti. Il serait l'adjuvant, il serait l'appoint du Rassemblement national, mais il serait pas le patron. Il dit cette semaine qu'il ne regrette rien avec Ciotti, hein. Mais tant mieux pour lui, j'en suis ravi pour lui, mais il ne sert à rien, si je puis dire. Il n'a rien apporté, ou quasiment rien, au Rassemblement national, et surtout le Rassemblement national ne lui apporte rien. En tout cas, pas à la tradition des LR. Voilà. Et d'autre part, évidemment que 70% des Français, c'est en gros toute la gauche, tout le centre, et puis une partie de la droite, reprocheraient à Retailleau son alliance avec le Rassemblement national en disant que c'est immoral. Voilà, les Chiraciens en tête. Vous voyez, donc Wauquiez en tête probablement. Et donc, vous voyez, c'est injouable. Et donc, c'est pour ça que je dis que cette popularité de Bruno Retailleau, moi, je la salue, mais pour l'instant, elle n'est pas du tout... on peut même pas imaginer que ça se traduise en élection présidentielle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on a 2 ans, ça peut bouger. On a 2 ans, et voilà, on a vu en 2 ans les choses... C'est pas envisageable. Pour l'instant, on voit Édouard Philippe, on voit Marine Le Pen, si elle est éligible, mais on voit pas Retailleau prendre la place d'Édouard Philippe. Luc, on fait une courte pause. Oui. Dans quelques instants, on reviendra sur le clash, peut-être le divorce de l'année. On s'interrogera aussi, est-ce que c'est du grand théâtre? Le New York Times l'appelle non, ils sont vraiment fâchés. Le cow-boy, les cow-boys du clavier, invective sur leur réseau social à chacun. Trump, Musk, le divorce acté cette semaine. On en débat ensemble. On reviendra aussi sur cette proposition, une expérimentation, devenir prof de français en 30 minutes. Votre avis en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, on en débat ensemble. À tout de suite dans l'heure de Ferry. Retour dans l'heure de Ferry. Il est temps à présent de s'attarder sur cette escalade verbale. I hate my ex. Voilà la une de la presse américaine. Trump, Musk, la fin d'une bromance. Regardez ce cœur déchiré. Oui. C'est allé très très loin. Le New York Times notamment les qualifie de cow-boys des claviers parce que tout s'est fait aussi par réseau social interposé. J'aimerais vous entendre en longueur, Luc, là-dessus. Mais écoutez aussi Donald Trump qui hier dans son avion fait un peu redescendre la pression. Oui. Honnêtement, je suis tellement occupé à travailler sur la Chine, à travailler sur la Russie, à travailler sur l'Iran, à travailler sur autant de... Je ne pense pas à Elon. J'espère qu'il réussira avec Tesla. Avez-vous l'intention de parler avec Monsieur Musk? C'était l'un de vos plus proches conseillers. Non, je n'en ai pas l'intention. Non, il n'a pas l'intention de reparler à Musk. Il est plus raisonnable, voilà. Ouais. Mais moi, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je l'ai dit ici, Elon Musk est complètement siphonné, c'est tout. Il est cinglé de chez cinglé et cinglé. Ça n'empêche pas qu'il est génial dans les affaires, mais lui-même ne cesse de le dire. Il dit, est-ce que vous croyez que je suis normal? Voilà. Donc il ne cesse de parler comme ça. Donc il est complètement fou. Vous anticipiez une telle violence quand même, qu'on décrit depuis des jours et des jours. Mais bien sûr, et je l'ai dit 50 fois. Pourquoi? Parce que Elon Musk finissait par prendre la place de Trump sur les questions d'affaires étrangères que Trump ne peut absolument pas lui laisser. C'est impossible. Quand il soutenait l'AfD, quitte à faire plomber, chuter complètement les ventes de Tesla. Parti d'extrême droite allemand. Voilà, parti d'extrême droite allemand. Puis là, c'est vraiment l'extrême droite pour le coup. C'est pas le Rassemblement national. C'est vrai. En Allemagne, c'est plus compliqué parce que l'Allemagne a été nazie quand même à 90%. Bon, donc c'est très difficile l'extrême droite en Allemagne. C'est pas Mélanie, c'est pas Le Pen. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'extrême droite. Et donc il a fait chuter les ventes de ses voitures de 65% en Allemagne et en France, par exemple. Il y a aussi beaucoup dans le reste du monde, d'ailleurs. Une image aussi, hein. Mais surtout, il prenait la place de Trump. C'était pas acceptable. Et donc, ça ne pouvait pas durer. Et moi, j'ai toujours dit qu'Elon Musk était complètement siphonné et que c'était une immense erreur de la part de Trump que de s'être associé ce garçon qui est pas stable. Qui néanmoins, certains le décrivent. Il est génial. Hein. Lui a fait aussi permis de gagner en partie la campagne. Il a financé milliards de dollars. Et puis ça a aidé évidemment Trump d'avoir toute la Silicon Valley avec lui. Mais il valait mieux avoir un type comme Zuckerberg, qui est donc le patron de Meta, qui était un démocrate et qui se ralliait malgré tout à Trump. À la surprise générale. À la surprise générale, ils ont besoin de lui. Hein. C'est le président des États-Unis, c'est quand même c'est un paquet de pognon aussi pour ces gens-là. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Et donc valait mieux avoir un Zuckerberg qui est tout à fait
fait raisonnable, intelligent et calme. Voilà, mais Elon Musk, il est vraiment, encore une fois, il est totalement instable et il joue là-dessus en permanence. Mais il ne cesse de le dire. Des visions aussi quand même, avec le Doge et des finances publiques. C'était pas raisonnable, ça n'avait pas de sens. Alors oui, des promesses à plus de 2000 milliards d'économies, des bilans très en demi-teinte. Et puis, il virait des milliers de gens comme ça dans la journée, enfin tout ça. Voilà, on dit fantasque, c'est pas fantasque, il est complètement barjot. Par ailleurs, génial dans le domaine qui est le sien. C'est un créateur d'entreprise absolument génial. L'innovation, que ce soit SpaceX, que ce soit Tesla, son réseau social Grok, tout ça. Il fait des choses qui sont absolument extraordinaires. C'est vraiment l'archétype de l'entrepreneur fou. Voilà. Mais vous savez, je dirais que tous les génies sont fous de tout. Enfin, ils ont un grain de folie, forcément. Il en faut un peu. Mais pas au gouvernement. C'est ça le problème. Il vaut mieux éviter ça comme ministre bis des Affaires étrangères ou comme président bis, c'était pas jouable. Moi, je l'ai dit depuis des semaines et des semaines, donc ça m'étonne pas du tout ce qui se passe. Alors, pour nous, c'est plutôt bon, hein, c'est pour l'Europe. Tout ce qui divise aujourd'hui le gouvernement américain est bon pour quand ça va mal chez eux, ça va plutôt mieux pour nous. C'est intéressant ce que vous soulignez. Et juste, je posais la question et vous me disiez non, c'est vraiment la rupture d'une forme de théâtre un peu surjoué, d'une comédie un peu agrémentée de tweets assassins. Non. D'ailleurs, vous voyez, Trump essaye de calmer le jeu parce que Trump, contrairement à ce que pensent les Français majoritairement, Trump est tout sauf idiot et donc il calme le jeu parce que il a compris en effet que Elon Musk était cinglé et il veut avoir l'air de l'homme raisonnable dans l'affaire. D'ailleurs, il réussit assez bien. Là, son discours était plutôt cohérent. Calme-t-il le jeu aussi parce qu'il y a cette menace, peut-être réelle ou factice, d'Elon Musk de révéler de potentiels dossiers dans l'affaire Epstein. En effet, cet homme d'affaires milliardaire qui s'est retrouvé suicidant dans sa prison sans scandale sexuel. Pensez que Trump, là aussi, a craindre de ça ou en Je ne sais pas du tout ça. Voilà, la personne n'en sait rien, donc c'est à voir. Non, je pensais que vous parliez des menaces sur la NASA, sur SpaceX, etc. Ça, c'est les menaces de Trump, en effet, de couper tous les financements fédéraux à SpaceX. J'y crois pas. C'est leur intérêt ni à l'un ni à l'autre. Maintenant, sur l'affaire Epstein, je sais pas. Je n'en sais strictement rien. Et se pose la question aussi, Luc, revenir à ce débat, un grand patron à la tête de la France, à la tête d'une de nos démocraties, est-ce finalement la bonne idée ou pas quand on voit on le reçoit régulièrement, Michel-Édouard Leclerc qui se dit qu'il a des ambitions, ça vous fait sourire ou en tout cas je vois l'air rieur. Est-ce que c'est la bonne idée ou on se dit chacun dans son domaine? Non, mais c'est pas une question de grand patron ou pas grand patron, c'est la question de savoir à quelle personne on a affaire. Voilà. Quand ça a été Thierry Breton au ministère de l'économie et des finances, jamais on a eu un meilleur ministre de l'économie et des finances. C'était parfait. Voilà. Francis Maire, non, je suis désolé. Moi, j'étais dans le même gouvernement que lui. On était en désaccord à peu près sur tout en permanence. Bon, voilà. J'ai beaucoup d'estime pour lui comme chef d'entreprise, mais pas comme homme politique. Voilà. Et donc, je dirais que c'est pas une question de profession, c'est une question de personne et de personnalité et de bon sens, car le bon sens est la chose la plus importante qui soit au monde, dans le monde politique. Il va peut-être désormais se concentrer sur son réseau social, sur l'intelligence artificielle dans laquelle Musk investit grandement. Et évoquons ensemble ces progrès dans l'intelligence artificielle. C'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est phénoménal, on l'aborde assez régulièrement ensemble. De ces vidéos d'ailleurs que certains de vos amis ont générées récemment, montrez à nos téléspectateurs ce que une seconde... Voilà. Oui, c'est quelques secondes. Quelques secondes, l'intelligence artificielle, ce que vous voyez est totalement faux. Tout est faux. Tout est faux. Voilà. Et je leur ai demandé de faire ça. Leur boîte s'appelle Argile AI et ils fabriquent pas simplement des deepfakes, c'est 10% seulement de leur travail, mais ils fabriquent ce qu'ils appellent des vidéos engageantes. On peut faire avec vous, par exemple, on peut faire une petite vidéo de 2 minutes, vous savez, c'est très bref sur TikTok, sur les réseaux sociaux, très bref, et où vous allez expliquer une idée qui vous tient à cœur, mais ils vont enrober ça de 1000 choses qui vont faire que ça va passer, ça va marcher. Ça, c'est leur vrai travail. Argile, ça s'appelle Argile AI, Argile intelligence artificielle. Capables, en gros, vous rentrez une phrase, vous êtes quoi, les scènes de la Révolution? Ça, c'est fait par... oui, alors... Bon, moi j'ai un ami qui fait un film sur Victor Hugo, et pour son film sur Victor Hugo, il a besoin d'une petite séquence d'une guerre napoléonienne. J'ai demandé à mes amis, alors ça passe par VO3 qui est une IA américaine, en quelques secondes, cette IA vous fabrique ce que vous avez vu là.
Imaginez pour un metteur en scène de cinéma qui a besoin d'une scène de bataille, si on était... même pas dans les années 50, mais il y a 2 ans. Ça veut dire des centaines de figurants, ça veut dire, honnêtement, c'est des centaines de milliers d'euros. Voire millions. Voire millions d'euros. Regardez ça, tout est faux. Tout est faux. Voilà. Et donc, après, je peux le corriger. C'est-à-dire que si je veux rajouter ceci, cela, si je veux un cheval qui se cabre avec un chevalier, avec un cavalier qui tombe par terre, si je veux un peu plus de sang, si je veux un ciel rouge ou un ciel doré, tout ça, avec les prompts, même pas en une après-midi, en 1 heure, j'ai 1 minute et demie de vidéo que je peux mettre dans mon film, si je suis metteur en scène, et qui me coûte rien, ça va me coûter 25 €. Et on en revient à cette fascination et en même temps, cette grande peur. Parce que ça veut dire que, par exemple, pour les centaines de figurants qui étaient payés quelques centaines d'euros dans la journée pour faire ça, on n'a plus besoin d'eux. Le cinéma de papa est mort. Voilà. Et donc, mon copain, il me dit, mon prochain film, je le ferai pour 25 € dans ma cuisine. Faut-il s'en réjouir, encore une fois? On en revient à cette notion d'innovation destructrice aussi. Oui, c'est ça. En certaines manières. On n'est plus dans la destruction créatrice de Schumpeter, on est dans l'innovation destructrice. Voilà. Moi, j'ai écrit un livre qui porte ce titre parce Absolument. que je disais aux gens, mais attendez, c'est plus la destruction créatrice, on détruit des mondes, on crée des emplois nouveaux, ça c'est Schumpeter. Non, c'est pas ça, en fait, on est dans l'innovation qui détruit les emplois. Et là, on voit, par exemple, la robotique humanoïde. Voilà, on va avoir Elon Musk va fabriquer des millions de robots qui seront capables de faire de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, de la maçonnerie. Voilà, et qui vont remplacer les cols bleus. Mais vous, Luc Ferry, le philosophe qui dit il faut faire avec. De toute façon, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter parce que si nous, Européens, par exemple, nous arrêtions pour des raisons, là, ils se baladent, ils ont l'air encore assez cons, mais ils sont pas très beaux ceux-là. Mais quand vous les voyez, par exemple, dans un match de boxe, c'est autre chose que ça. Et puis, pensez que c'est des bébés. Imaginez ce que ce sera dans 50 ans. Voilà. Mais l'artisan, le plombier, peut-être remplacé par un robot, il sait gérer l'imprévu. Il sait gérer. Mais le robot aussi. Le robot saura gérer l'imprévu. Mais évidemment, mais 1000 fois mieux que l'humain, parce que le robot sera polytechnicien, agrégé de philo, de biologie, d'histoire et de maths. Moi, j'ai pas envie de ça. Pardon, j'ai le droit de le dire ou pas? Mais Marie, moi non plus. C'est pas une question d'envie, en fait. Mais tous mes copains qui travaillent là-dessus sont hyper inquiets. Ouais. Voilà, et moi le premier. Mais je dis simplement qu'il faut se réveiller, parce que de toute façon, si nous, Européens, nous décidions d'arrêter pour des raisons sociales, pour protéger l'emploi, ou que sais-je, pour des raisons morales, mais de toute façon, les autres continuent. La Chine continue. Et ne nous attendra pas sur des questions morales. Les théocraties sont très bonnes aussi. Daesh est très bon en IA, et donc et la Poutine continue, et donc on peut pas. Et puis les États-Unis continuent. Donc la vérité, c'est que si on perdait la bataille de l'IA, on perdrait aussi la bataille de la civilisation européenne. Donc c'est pour ça qu'il faut se réveiller. Mais oui, c'est ça qui est en jeu. Bien sûr. D'un point de vue moral, d'un point de vue social aussi, se pose cette question aussi, légitime ou pas, je ne sais pas, vous me direz le contraire. Faut-il taxer les robots? Mais bien sûr. Alors, vous savez ce qui va se passer, c'est que, voilà, ce qu'a dit Bill Gates, que ceux qui nous écoutent, ne me croyez pas moi, allez regarder la conférence de presse qu'a faite, enfin pas l'entretien qu'a fait Bill Gates, qui est tout sauf un imbécile, sur X. Voilà, et vous tapez ça sur Internet, vous le trouverez. Voilà, il dit, l'IA est aujourd'hui capable de remplacer tous les humains dans tous les jobs. Le monde du travail appartient à un passé révolu. C'était les sociétés de subsistance. L'IA va être capable de produire tous les médicaments dont on a besoin. Ils sont pas beaux, ces robots, ils sont un peu ridicules. Tous les médicaments, on peut faire beaucoup mieux que ça dès aujourd'hui. Tous les services dont on a besoin. Il fait quelques pompes quand même. Il n'est pas si mauvais. On peut faire. Il y en a qui font beaucoup mieux que ça. Et donc tous les médicaments dont on a besoin, toute la nourriture, agriculture dont on a besoin, et tous les services dont on a besoin. Bon, quand on rentrera dans ce monde-là, et ça va arriver au cours de la décennie qui vient, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui auront perdu leur travail? Moi, je défends le service civique pour les adultes. Je préfère que les gens gardent un emploi, même 3 heures par jour, pour garder l'estime de soi, continuer à progresser dans leur vie, garder des relations humaines avec les autres. Eux, ils sont tous dans la Silicon Valley, Elon Musk et Zuckerberg et les autres, ils sont tous pour le RUB, le revenu universel de base. Payer les gens à ne rien faire, c'est une catastrophe. Et donc,
C'est compliqué. C'est très compliqué. Oui, mais c'est maintenant. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas que c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Et là, vous avez des robots humanoïdes aujourd'hui qui sont d'une souplesse absolument incroyable. Et ils parlent pas comme ça, comme des robots. Non, ils peuvent imiter votre voix de manière parfaite, toutes les intonations humaines. Ils peuvent blaguer avec vous, ils peuvent parler de Victor Hugo, de Flaubert avec vous, ou de Kant avec vous. Vous faites parfaitement le robot, Luc. Non, mais je fais bien le robot. Mais certains pètent aussi. Je savais que vous alliez vous moquer. Mais... Absolument pas. Certains pètent aussi des câbles. On a vu certaines images ça les rend effrayantes. Humains, ça les rend humains, c'est vrai. C'est vrai que dans une usine en Chine, on l'a commenté ensemble. Voilà. Véritable folie. Ça ne les rend pas vraiment humains. C'est simplement une erreur de programmation, c'est tout. Exactement. Erreur de code. Une erreur de code. Mais ça ne prouve évidemment rien. Simplement, les gens sont dans le déni aujourd'hui. Ils pensent que tout ça, c'est de la blague. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus très pédagogique, pour que les gens se réveillent. Mais surtout, il faudrait que nos politiques se réveillent. Parce que dans la décennie qui vient, on verra apparaître, encore une fois, des entreprises sans aucun salarié humain. Voilà. Que nos politiques se réveillent, notamment concernant, et c'est aussi un de vos combats, l'éducation nationale. J'aimerais qu'on invoque ensemble cette expérimentation proposée par le rectorat de Dijon, qui fait polémique, clairement réagir notamment certains syndicats, devenir prof de français en 30 minutes seulement. Mais non, c'est pas 30 minutes. Alors attention, ça ne concerne pas tout le monde. Seulement les enseignants, quelle que soit leur spécialité, maths, histoire, les sciences, peu importe, et ils peuvent devenir profs de français. Mais oui, mais c'est pas en 30 minutes, ils ont 20 ans d'études derrière. Merci de le préciser. Mais néanmoins, ça choque. Ils ont reçu un mail. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. De toute façon, les syndicats, quoi que vous fassiez, même si on leur proposait une augmentation, ils seraient choqués. Pas sûr. Mais bon, ils diraient que qu'on essaie de les avoir. Mais bon, je les connais, je peux vous dire. Mais bon, donc c'est idiot. Si un professeur d'histoire, par exemple, un agrégé d'histoire ou un certifié d'histoire est passionné par, je sais pas moi, la bataille d'Hernani, par exemple, et qu'il explique, qu'il va dans une classe de seconde ou de première, expliquer pourquoi il est passionné par Théophile Gautier, par Victor Hugo, par la bataille d'Hernani, par la polémique avec l'Académie française à l'époque, par les soirées de Charles Nodier, et qui va faire lire à ses élèves, je sais pas moi, le journal d'un condamné de Victor Hugo, ou les derniers jours d'un condamné, pardon, j'ai modifié le titre, bon, voilà, mais c'est formidable, c'est très bien, je trouve ça magnifique, et surtout que, je veux pas être... Bon, j'ai fait une licence de lettres quand j'étais gamin, parce que je pensais que j'aurais jamais la grecque de philo, j'ai fait une licence de psycho, de lettres, de socio, bon, pour vous raconter ma vie universitaire, mais j'étais très frappé de voir qu'on enseignait beaucoup en français, non pas la littérature, mais ce qu'on appelle les genres et les registres. Absolument. On va demander aux enfants, alors est-ce que c'est du narratif, là, ou est-ce que c'est de l'argumentatif, ou est-ce que c'est du performatif, et puis quelle est la tonalité, est-ce que c'est ironique, et puis alors qui est le narrateur, est-ce que le narrateur est le même que le personnage principal, mais je m'en fous. Omniscient, est-il... Voilà, mais je n'en ai rien à foutre, pardon, je suis désolé de le dire, je n'en ai rien à cirer. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi un prof d'histoire s'est passionné pour la bataille d'Hernani, et s'il fait lire au môme de seconde un livre de Victor Hugo, il est en pleine capacité d'enseigner le français. Mais voilà, évidemment, et c'est pas en 30 minutes qu'il va être formé pour enseigner le français, c'est simplement que ce prof d'histoire est cultivé, qu'il a lui aussi lu des œuvres et qu'il est passionné par ces œuvres et qu'il va être capable de faire passer cette passion aux enfants. Mais un et prof je préfère qu'on passe une passion pour une œuvre littéraire plutôt que de parler des genres et des registres dont j'ai rien à foutre, vraiment, pardon. Oui, ça, c'est un héritage du post-structuralisme. Il y a la passion littéraire, il y a l'apprentissage de la grammaire, de l'orthographe, vous savez, bon, de toute façon, s'il travaille un peu, le prof d'histoire ou de maths est capable de comprendre qu'on accorde le participe passé avec l'auxiliaire avoir quand le complément d'objet est passé avant l'auxiliaire. Je pense qu'il doit pouvoir y arriver. Ne pas oublier, en effet. Jamais. Mais dans la transmission et la manière, l'apprentissage, vous dites, il n'y a pas de spécialement de différence. C'est bien d'avoir deux disciplines. Je trouve que c'est intéressant qu'un prof de philo puisse faire un cours d'histoire, ou qu'un prof d'histoire puisse faire un cours de français, ou qu'il puisse faire un cours d'histoire des idées. Pourquoi pas? S'il travaille, s'il prépare. Moi, je vous mets, vous avez fait Cagne et Hippocagne, je vous mets en classe de seconde à faire un cours d'histoire, vous serez parfaitement capable de faire un cours d'histoire, simplement ça vous demandera du travail. Absolument, je vous donne la nuit du 4 août, tiens, je vous dis voilà, vous allez expliquer la nuit du 4 août aux enfants, mais je suis sûr que vous allez quand même bosser, vous allez prendre les livres d'histoire, vous allez regarder... abolition des privilèges. L'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, vous allez relire François Furet, et puis vous allez faire un très bon cours. Vous n'avez pas besoin d'être agrégé d'histoire pour ça. Alors, mais il ne faut pas prendre n'importe qui, il faut prendre
prendre des gens qui en ont envie, d'abord, et puis qui ont quand même déjà fait un parcours d'études. S'ils sont profs d'histoire, par exemple, pour enseigner le français, ou profs de philo pour enseigner le français, je pense qu'ils sont capables de le faire. Voilà. Sans rentrer dans la... Mais le contraire, non. Mais vous qui êtes l'ancien ministre de l'Éducation, je trouve ça très bien. Vous comprenez, c'est quoi? C'est conservatisme aussi, c'est crainte peut-être. L'association des professeurs de la discipline est toujours hyper vigilante, parce que dès que vous touchez à ça, par exemple, s'il y a derrière, c'est le nombre d'heures, et ce qu'il y a derrière le nombre d'heures, si c'est un prof d'histoire, par exemple, ou un prof de maths qui fait des cours de français, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'heures pour les professeurs de français, donc il y aura moins de postes à l'agrég et au CAPES. Vous voyez, il y a des conséquences. C'est ça qui se joue aussi. Question aussi des salaires, hein. On en revient aussi à ça, parce que les vocations sont moins nombreuses. Juste rappeler, en début de carrière, ce que touche un professeur français. On est en moyenne un peu moins de 31 000 euros. Oui, mais là, vous parlez en brut. Hein. Absolument. Brut en début de carrière. Ce qui est intéressant, c'est le net. Hein. Ouais. Donc, pour arriver au net, je suis pas très bon en maths, donc je vais pas vous faire le calcul. Mais un vrai différentiel, notamment avec l'Allemagne, c'est saisissant. Voilà. Et je peux vous dire, je vous l'avais dit, pour les professeurs, pour les enseignants à l'université, je dis professeur, pour un maître de conférence titulaire à l'université, il commence à 1 900 € net. Donc, quand Macron dit qu'on va faire venir les chercheurs américains, je pleure de rire. À ce prix-là, vous n'allez pas faire venir grand monde, juste le fond de cuve, mais certainement pas les grands chercheurs. Ou alors il faudra les payer autrement, parce que je veux dire, à ce prix-là, même avec tout le charme de la France et de Paris, ou des grandes villes françaises, qui sont en effet charmantes, il y a des avantages. Mais si vous payez un prof de Princeton ou de Harvard, si vous le payez 1 900 € par mois, net, il viendra pas. Et vous faites partie de ces voix, pas les seules, mais à avoir tout de suite dit, en effet, c'est une blague. Commençons à payer les Français d'abord, nos chercheurs français, et peut-être ensuite s'attarder et s'attacher à accueillir des chercheurs américains. Et bien sûr, et s'il y a un déclin considérable des vocations pour l'enseignement, notamment pour l'enseignement secondaire, plus que partout ailleurs, c'est vraiment l'enseignement secondaire qui est en problématique, et c'est quand même le problème le plus important. C'est que c'est quand même extrêmement difficile et extrêmement mal payé, y compris par rapport à nos voisins européens. Donc au lieu d'aller payer des Américains, des écolo-wokistes américains pour venir chez nous, qu'on paye déjà les Français. Le message est passé. À cette heure de l'émission, apportant un dossier ensemble délicat, mais qu'il est essentiel aussi d'aborder, de ce qui se passe en Israël, dans la bande de Gaza, l'attitude du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont certains s'intéressent de plus en plus à des poursuites pour crimes de guerre, et des grandes voix, israéliennes. Je pense à Eli Barnavi ces derniers jours, qui s'est exprimé, la rabbin aussi Delphine Orviller, et Ehud Olmert, exactement, des mots très forts quant à ce que fait aujourd'hui Benjamin Netanyahou, sa politique menée dans la bande de Gaza, mais d'une difficulté, d'une ligne de crête aussi à entendre ces voix. Oui, c'est ça le problème. Et d'un sujet très aussi difficile, important à aborder ensemble aujourd'hui. Oui, voilà, moi j'y ai beaucoup réfléchi parce que je me sentais très très mal à l'aise à en parler en public en particulier, parce que voilà, je n'aime pas Netanyahou, je pense que sa politique est absolument catastrophique. Donc je suis entièrement d'accord avec Eli Barnavi, avec Ehud Olmert, avec ce qu'a dit Anne Sinclair, avec ce qu'a dit Delphine Orviller, je suis d'accord avec ces voix-là. Et je pense que c'est une catastrophe non seulement pour Gaza, mais c'est une catastrophe pour son pays, parce que cette guerre ne va nulle part. Je vous conseille d'ailleurs l'entretien de Madame Livni, qui a été ministre des Affaires étrangères et vice-première ministre en Israël, et qui a fait dans Le Point cette semaine, c'est vraiment remarquable, il n'y a pas un mot à changer. Elle explique pourquoi cette guerre était nécessaire il y a 2 ans, mais pourquoi elle ne va nulle part aujourd'hui. Et pourquoi 2 ans plus tard, après c'est une catastrophe aujourd'hui. Et pourquoi, ce que dit Barnavi est très clair, il dit voilà, le principal projet de Netanyahou, c'est d'éviter la prison, 2, Israël va finir par sombrer dans une dictature. C'est ce que dit Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël, il n'est pas antisémite. Et puis il dit aussi, on va vers une guerre civile, parce qu'en gros, 70% des Israéliens commencent à être vraiment en désaccord avec la politique de Netanyahou. Donc c'est compliqué. Ça se ressent dans la rue, manifestation quotidienne. Ça se ressent dans la rue, manifestation quotidienne, voilà. Bon, et donc moi je pense que Netanyahou est un fasciste et qu'il est un raciste et qu'il sauve sa peau par la guerre et que c'est une catastrophe.
On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, je m'en fiche, c'est pas le problème. Je vous dis ce que je pense, c'est tout. Personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. Simplement, je sais qu'en disant ça, et c'est ça qui me gêne, je fais plaisir à tous les antisémites de la planète. Vous voyez ce qui se passe, Marie, réfléchissez à ça, parce que les gens ne le disent pas, et c'est très profond, en fait. On peut dire des choses justes et produire des effets injustes, ou ignobles. Ou ignobles ou néfastes, en effet. Ou néfastes. De la ligne de crête, justement, que j'évoquais. C'est ça, exactement. Mais peut-on, de fait, s'interdire ou s'empêcher de les dire? Très compliqué, ce qui fait que les gens sont coincés. Regardez, Elie Barnavi a dit, à mon avis, des choses très justes à France Inter, mais il a dit des choses très justes, donc qui étaient très, très, très dévastatrices pour Netanyahou. Il a dit ce que je viens de dire. Très dur, hein, très dur, disant qu'il avait honte d'être israélien, que c'était horrible pour lui, etc. Mais du coup, tous les antisémites de la planète applaudissent des deux mains. Donc vous dites des choses qui sont justes et vous produisez des effets injustes. C'est un paradoxe incroyable en termes de communication intellectuelle. Pouvait-il imaginer en effet susciter cela? Peut-être vu le débat débridé. Moi j'ai envie de lui dire, mais faites attention, vous allez là à France Inter, mais vous boostez l'antisémitisme bien au-delà des milieux antisémites traditionnels. D'ailleurs, je vous renvoie à ce travail qui a été fait par la Fondation pour l'innovation politique, donc par notre ami Dominique Régnier, enfin par les et la Fondapol, en effet. Voilà, sur les gauches antisémites. Passionnant. Passionnant. Donc évidemment Proudhon, mais même Jaurès. Pas Zola, il ne faut pas exagérer Zola, non, mais Zola dans l'argent, mais dans la bouche d'un antisémite des propos qui sont tellement convaincants, si je puis dire, qui sont tellement forts, qui sont tellement argumentés, des propos antisémites ignobles, mais qu'on finit par se demander si... Certains, en effet, chercheurs, à un moment donné, se sont interrogés sur est-ce qu'ils boostaient pas l'antisémitisme Mais d'un point de vue philosophique, c'est très intéressant. S'interdire de penser profondément ce que l'on pense, ou de le verbaliser. Voilà, mais c'est pour ça que j'essaye de dire les choses de manière la plus honnête et la moins bête possible. Je pense que Elie Barnavi, je pense que Delphine Orwiller, je pense que Alain Finkielkraut a dit la même chose que Delphine Orwiller. Il a dit la politique de Netanyahou, c'est une faillite morale et politique. Bon, Anne Sinclair a dit la même chose. Je cite ces personnalités parce qu'on peut pas les suspecter d'être antisémites. Mais le problème, c'est que si moi je dis ça, moi qui suis pas juif, personne n'est parfait, eh bien je vais susciter les applaudissements de tous les antisémites de la planète. Pour ça que j'ai été trop dur avec Barrot, peut-être. J'ai été méchant avec lui. Le pauvre vieux, c'est pas de sa faute. Mais quand il a dit « qui sème la violence récolte la violence », ces propos-là, il peut y avoir une part de vérité quand il pense peut-être à Netanyahou. Mais ça suscite des réactions ignobles. Il est ministre des Affaires étrangères, il n'est pas journaliste ou il n'est pas écrivain. En effet, les propos récents de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Il ne devrait jamais dire ça, parce qu'en fait, ce qu'il dit là booste l'antisémitisme en France. Vous voyez, c'est ça le problème. Alors, ce qui est très difficile pour nous qui parlons en public, quand c'est en privé, c'est pas très grave. Mais quand c'est en public, c'est évidemment très grave. C'est qu'on peut dire des choses très justes contre Netanyahou et produire des effets très injuste et très négatif, malgré tout. Paradoxe incroyable de la communication. Mais encore une fois, j'en reviens de la communication, en effet, de l'important. Donc il faut faire attention. De ce sujet, on ne peut plus sensible et délicat. Jusqu'à s'interdire de dire profondément... Non, mais je vais dire les choses très clairement. Je défends Israël à fond, son droit à la sécurité, etc., etc. Mais je critique Netanyahou tout aussi à fond. Et je pense que la guerre ne va nulle part. Je pense que Madame Livni a parfaitement raison. Et je pense qu'il n'y a aucune autre solution que d'organiser la paix avec les pays arabes, arabo-musulmans, on peut dire, ou pays arabes, qui ont signé les accords d'Abraham ou qui s'apprêtaient à le faire, comme l'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est extrêmement difficile. Je suis absolument contre la reconnaissance d'un État palestinien aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement, je veux dire, c'est très clair. Si on reconnaissait un État palestinien aujourd'hui, ce serait un État Hamas. Voilà, point final. C'est pas à peine de tourner autour du pot. Tous les gens qui connaissent la Cisjordanie le savent. S'il y avait des élections aujourd'hui en Cisjordanie, ce serait le Hamas qui les remporterait. L'objet d'une conférence à l'ONU le 18 juin prochain. On verra quelle sera la position française parce que voyez bien que beaucoup de conditions sont mises. Qui font que on dit une chose et on l'annule en même temps. Quand Macron dit on va reconnaître un État palestinien, mais, du coup on le reconnaît pas. Luc, la tradition de notre semaine, à chaque fois, l'image de la semaine. D'accord. Envolons-nous un peu, mais aux philosophes aussi, vous demandez peut-être se rappeler sans cesse du passé. Cette vasque olympique,
Elle va renaître, elle va réapparaître. Elle était très belle. Elle était très belle. Elle était réussie. Elle était dans le ciel et tous les soirs de cette Olympiade. Est-ce que c'est une bonne idée de la faire revivre, qu'elle réapparaisse finalement, alors qu'on se dit que les Jeux Olympiques c'est une histoire terminée. C'était une très belle histoire. Moi j'ai pas du tout aimé la cérémonie, peu importe, que j'ai trouvé wokiste, américanisée, pas du tout française, mais peu importe. Avis personnel. Non, c'est parce que je suis un vieux con. Bon. Mais voilà, j'aime pas l'américanisation de la France. J'ai trouvé que la cérémonie britannique était géniale et que la nôtre était complètement américanisée et complètement wokiste. Bon, mais peu importe. Chacun, mais sur cette vasque, ce besoin la vasque, non, il faut le faire revivre quand on aura à nouveau affaire à organiser des Jeux Olympiques. Bon, sinon qu'on la garde comme œuvre d'art, qu'on la mette dans un musée, très bien, oui. Très bien, et qu'on la verra. On va pas fêter les Jeux Olympiques toutes les semaines, voilà. Ouais. Allez, merci infiniment, Luc. On se retrouve la semaine prochaine, Canal 15 sur LCI.